Chat Activism, c'est un rendez-vous pour réfléchir avec des acteurs de la société civile à la façon dont les crises que nous traversons, sanitaires, écologiques, sociales et économiques, vont et doivent provoquer les transformations dans la façon dont nous pensons, dont nous agissons et dont nous créons. Pour réfléchir à ces questions avec humilité et sans détour, nous sommes heureuses d'accueillir aujourd'hui au Magasin Généraux UL Lamort. Nous sortons de 3 mois très particuliers. Nous avons tous eu un peu le temps de réfléchir. Quel est pour toi, au sortir de ces 3 mois de confinement et de crise sanitaire, l'un ou les priorités ? Je pense que peut-être la priorité absolue, c'est de réfléchir à un nouveau monde dans lequel ce genre de crise n'aura pas les répercussions qu'elle a eues là dernièrement. Et après, d'essayer de revenir à la normale pour les choses qui ont besoin qu'on revienne à la normale, comme le milieu culturel, etc. Mais oui, j'espère vraiment qu'on va apprendre de nos erreurs, parce que quand on y réfléchit, je pense que c'était quelque chose qui aurait pu être évité de tous côtés. Donc ouais, c'est plutôt ça le plus important, quoi. C'est quoi revenir à la normale pour le milieu culturel ? Je sais pas, c'est les choses basiques, refaire des concerts, qu'on puisse avoir des jauges pleines. Le milieu culturel, je parle essentiellement du milieu de la musique, parce que bon, les salles de concert, même quand elles sont à jauge complète, elles sont toujours en économie balance quasi zéro. Donc en fait, elles peuvent pas faire des jauges à un tiers ou à moitié, quoi. C'est pas économiquement viable, et il faut penser à ça aussi. Donc il faut trouver des solutions pour que ça reparte, quoi, parce que sinon ça sera pas possible. Est-ce que tu penses vraiment que c'est possible d'avoir quelque chose de normal à l'avenir? Parce que on a déjà un équilibre entre le monde numérique et le monde physique, je peux dire, pour les artistes et les musiciens surtout. Oui, après, je sais pas, moi j'ai pas envie de penser qu'on va rester dans la situation de devoir faire des lives numériques pendant des années et des années, parce que ça voudrait dire décider qu'on va jamais trouver un remède au corona, quoi. Je sais pas, c'est quand même un peu triste de penser comme ça. Donc, moi, bien sûr, le numérique est devenu très important dans la carrière d'un artiste et ça permet de lancer plein de carrières, etc. Mais je sais pas, est-ce que c'est pas absolument essentiel de pouvoir voir quelqu'un sur scène pour de vrai ? Moi, je sais que ça me manque. Un des premiers trucs que je vais faire, c'est aller à des concerts et voir des gens que j'aime jouer. Et c'est pas parce que je suis musicienne. Je pense que c'est juste un truc qu'on aime tous faire en tant qu'être humain. Donc, moi, pour ce qui concerne la musique, ça me fait un peu peur de réfléchir dans le sens le monde de demain, parce que ça revient en fait à laisser tomber en fait et à se poser comme victime d'une situation pour laquelle, je sais pas, moi j'ai confiance en la science et tout ça, et je pense qu'on aura éventuellement un remède et que ça sera derrière nous. Aujourd'hui on sait guérir la peste, pourtant au Moyen-Âge c'est un peu tout le monde, donc voilà. Après, c'est vrai que cette crise, elle a aussi révélé pas mal d'éléments de crise environnementale, de crise écologique. Juste avant le confinement, il y avait la marche mondiale des femmes. Juste après le confinement, on a eu Black Lives Matter. Donc, il y a une espèce de mobilisation quand même générale pour un monde de demain ou le monde d'après un peu différent. Est-ce que toi, pendant ces 3 mois, dans ta pratique, tu t'es dit qu'il fallait que tu fasses des transformations, que tu fasses des choses différemment peut-être de ce que tu avais l'habitude de faire avant? Est-ce que ça a eu un impact, ou est-ce que tu penses qu'au final ça va avoir un impact dans ton travail? C'est-à-dire, moi j'ai pas attendu le coronavirus pour me rendre compte que c'était la merde partout dans le monde. C'est pas mal comme réponse. Non, mais c'est vrai, on sait tous que ça fait des années qu'on est un peu sur la sellette, quoi. On est en train d'absorber tout, de taper dans les forêts vierges où il y a des virus de je sais pas quelle époque qui sont en train de dormir et qui attendent que à nous défoncer la gueule, tu vois.
Donc, après, le seul truc, c'est que moi, j'ai un peu du mal avec le discours où on dit c'est aux individus de faire les plus gros changements, en fait. Le plus gros changement, ça doit venir des institutions, ça doit venir des grands lobbies. C'est eux qui font du fracking et qui font des dingueries partout, tu vois. Genre, nous, bien sûr que c'est bien qu'on commence à recycler, qu'on consomme moins de plastique et tout ça, mais je trouve que c'est un peu rejeter la faute, pas aux bonnes personnes, en fait. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'énerve un peu, en fait, parce qu'on sait très bien ce qu'il faut faire, on sait depuis des années les changements qu'il faut qu'on fasse, les vraies solutions, mais il n'y a personne qui a le courage de vraiment imposer des vraies taxes aux personnes qui doivent le faire et de vraiment dire stop aux personnes, quoi. On est dans un espèce de monde complètement corrompu et absurde, et on le sait tous, hein, c'est pas rocket science, on sait tous quelle est la situation, quoi. Et le rôle de la musique là-dedans ? Bah, le rôle de la musique, je pense que c'est le rôle de tout ce qui est artistique ou culturel. On est un médium de communication qui est très puissant. Donc il faut pas avoir peur de se poser sur des questions. C'est même pas des questions politiques, hein, c'est des questions d'humanité, quoi. Si on a une voix et qu'on peut la porter, il faut dire qu'on n'est pas d'accord et que c'est nul, quoi. Mais bon, encore une fois. Enfin, on pourra dire autant. Enfin, j'ai pas envie qu'on nous voit les artistes comme des porte-étendards d'une cause et tout ça, parce que encore une fois, c'est rejeter sur quelqu'un d'autre. Je veux qu'on soit courageux, qu'on se pose et qu'on se dise clairement ce qu'on pense, mais j'aimerais que les personnes qui nous représentent politiquement fassent des vraies décisions, en fait. Prenne pas la musique comme ayant un rôle politique qui est pour toi pas le rôle qui est assigné non plus aux artistes. Bah non, c'est-à-dire que pour moi, l'art et la musique ont toujours été politiques, depuis toujours. Enfin, je pense aux artistes afro-américains, même des artistes en Asie pour les arts plastiques, etc. Mais nous, notre rôle, c'est de faire parler le peuple encore plus fort, en fait. Mais il faut que les gens qui veulent nous entendent et prennent un peu leur couille à deux mains, quoi. Mais en fait, le pouvoir des influenceurs, le pouvoir de parler avec et pour les peuples, ça c'est un pouvoir énorme maintenant. Oui, complètement. Oui. Bah, surtout aujourd'hui, on est tous connectés, on sait ce qui se passe partout à l'autre bout du monde, totalement, oui. Mais comme je l'ai dit, je pense que les extra-méga milliardaires qui sont dans le pétrole et tout ça, ils s'en foutent totalement de ce qu'on dit, pour le moment. Tu vois. Donc, voilà. Après, c'est petit à petit, c'est les petits signaux qui vont monter dans la société, qui doivent se faire entendre de plus en plus fort, qui peuvent peut-être un peu, au bout d'un moment, créer une pression pour ces gens. Bah ouais. Bah, là, t'as vu, hein, il y a eu 2 mois d'arrêt quasi total de l'économie mondiale. En fait, il a fallu ça pour que les plus grands commencent à se réveiller, tu vois. C'est triste, mais c'est quand l'argent coule plus, là, tout le monde commence à stresser, tu vois. Donc, ouais. Et pour les autres enjeux, par exemple, tu es un musicien, une femme. Pour toi, c'est dans un environnement où les femmes ne sont pas toujours bienvenues. C'est plus difficile de temps en temps pour les femmes. Ça, c'est un autre enjeu qui était très très fort dans le confinement, bien sûr. C'était un moment pour les femmes confinées dans les maisons avec beaucoup de dangers. Il y avait bien sûr beaucoup de problèmes. Et après le confinement, qu'est-ce que pour nous, qu'est-ce que comme femmes, qu'est-ce que c'est la priorité? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi je suis assez partisane de l'idée d'imposer la notion d'égalité, qui pour moi est naturelle, c'est-à-dire de pas laisser le choix en fait entre. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un changement de pensée, que les femmes soient plus au devant. Et, par exemple, moi, dans mon métier, on m'a souvent dit que c'était difficile en tant que femme, etc. Mais j'ai toujours essayé de faire en sorte le plus possible que ça soit un non-sujet avec les interlocuteurs avec lesquels je parlais, en fait. C'est-à-dire de dire, non, mais en fait, on est passé au-delà de ça, il n'y a pas de question, ah, mais t'es une fille, non, je travaille au même niveau que toi, etc. Et moi, j'aimerais
J'aimerais juste que dans le futur, quand il y a une femme qui est dans un rôle auquel on ne s'attend pas à ce qu'elle soit, qu'on ne dise pas « Oh là là, vous avez vu, c'est une femme, c'est incroyable ». Parce que déjà, rien que dire ça, ça remet dans l'exceptionnel en fait, de sa condition de femme. Il faut juste que, non, c'est juste que aujourd'hui c'est normal. On est dans le 21e siècle, il y a une nouvelle génération qui arrive, pour qui c'est pas vraiment un sujet. Et il faut accepter ça. C'est la même chose pour les questions de diversité, d'inclusion, de racisme, etc. Mais quand il y a un présentateur à la télé qui est noir, etc., on fait « Ah, c'est le premier présentateur. » Mais tu sais, genre, non, c'est juste un mec qui bosse, tu vois. Genre, arrête de, à chaque fois, vouloir dire que c'est exceptionnel, etc., quoi. Parce qu'après, on revient dans ce schéma chelou, quoi. Et du coup, les artistes avec lesquels tu bosses, eux, sont de ta génération, sont dans cette espèce de normalisation, je sais pas comment je peux dire, enfin, on te parle pas ni du fait que tu sois une fille, ni du fait que tu sois jeune par rapport au stéréotype du chef d'orchestre à la française, qui est peut-être plutôt quand même un homme blanc de plus de 50, 60 ans. Ouais, presque mort. Voilà. J'ai liquide avant qu'il aille sur scène. Du coup, tu as su t'entourer quand même de gens, d'artistes, etc., qui sont finalement dans un mouvement dans lequel tu te sens, toi, plus à l'aise et qui ne colportent pas, du coup, ces stéréotypes. Oui, bah après, est-ce que le terme « j'ai su m'entourer » est exact ? Je pense pas. Je pense que c'est juste que je suis attirée par des artistes qui représentent les valeurs et l'univers musical que j'essaye de véhiculer, tout simplement. Et après, est-ce qu'on est dans un mouvement particulier ? Moi, je le ressens pas comme ça. C'est juste que j'ai l'impression que c'est tout un melting pot d'artistes qui font des nouveaux styles de musique avec beaucoup de porosité, avec des gens qui viennent d'un peu partout, qui sont tous assez jeunes, on galère tous un peu. Donc en fait, on n'a pas le luxe de pouvoir s'imposer des trucs de séparation, de clivage, etc. En fait, on est juste tous là à vouloir faire quelque chose de nouveau, à avancer dans la positivité, dans la musicalité, dans l'artistique, de vouloir faire avancer les choses. Et en fait, c'est ça la priorité. Le reste, ça ne rentre pas vraiment en compte, en fait, tout simplement. Après, maintenant, je suis amenée à travailler avec des gens qui ne font pas du tout partie de mon univers à la base. Et là, je vois qu'il y a quand même un... Mais c'est pas ça n'a jamais été un problème pour le moment. C'est-à-dire que moi, je suis dans la démarche de venir, de juste faire mon travail le mieux possible et en fait de par A plus B démontrer à l'autre personne qu'il n'y a pas de lieu d'être, de machin, de truc, quoi. Et pour les projets où tu trouves les autres mondes musicaux, tu travailles avec les gens, les musiciens, les artistes, les institutions qui ne partagent peut-être toujours les mêmes valeurs. Comment ça marche ? Comment tu fais ? Comment je fais je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je viens et que je suis face à, comme tu dis, une institution qui vient pas du tout de mon monde, en fait, c'est tellement extrême pour eux la différence qu'ils sont juste en mode d'accord. On casse, fais ton truc, tu vois. Parce qu'en France, il n'y a pas encore... maintenant, je travaille beaucoup en Angleterre avec le LCO, et là, c'est différent parce que c'est un monde qu'ils connaissent tous depuis très longtemps. Mais ici, en France, c'est tellement nouveau qu'ils ne savent pas comment gérer. Ils sont juste en mode, allez, fais ton truc, we trust que ça va être bien à la fin, tu vois. Donc, pour le moment, j'ai pas encore eu de problème. Après, quand j'ai l'impression que ça bloque vraiment, j'essaye même pas, mais en France, c'est plus quand ça bloque, c'est pour des questions administratives, machin, bureaucratie, et ça, j'ai de la paperasserophobie à la base. Donc, dès qu'on commence à en parler, je suis ok, on le fait pas, tu vois. On lâche, hop. Là, on se parle pas mal de tes collaborations avec d'autres artistes et avec un milieu peut-être de la musique qui, de temps en temps, pourrait être un peu à l'opposé, en effet, du tien. Tu as à cœur aussi de bosser avec d'autres types d'artistes, à mélanger les univers. Tu es, si je me trompe pas, assez cinéphile, inspiré de séries, de mangas, etc. Est-ce que ça, c'est des choses que tu as envie de faire rentrer dans ton travail ? Est-ce que c'est des artistes et des créateurs qui sont plus proches de ton univers ou qui, en tout cas, sont en écho avec toi, justement, les valeurs que tu portes ?
Oui, enfin, ça fait déjà partie de mon travail parce que, enfin, le truc c'est qu'il faut comprendre que j'ai une casquette chef d'orchestre, une casquette arrangeuse, une casquette prod et une casquette compo. Et là, je fais de plus en plus de musique de film, de courts-métrages, de dessins animés. Là, je suis en train de faire la musique du premier long-métrage d'Aïssa Maya, par exemple. Donc, Enfin, moi, c'est ça le truc, j'ai pas une casquette et c'est pas dès que je touche à un autre truc, c'est je fais un truc un peu différent. Je fais plein de choses, je fais de la musique et je fais ce qui me plaît, quoi, c'est tout. Parfois, j'ai un projet de direction d'orchestre qui me botte, qui me dit grave. Parfois, c'est un truc juste de l'arrangement, ça me dit grave. Quand je dois faire des BO de films, souvent, ça me dit grave parce que j'adore regarder les films. Je limite tout mon temps comme ça devant les rushs. Et après, là, de plus en plus, j'écris vachement de musique. J'ai presque 3 disques qui sortent en 2021, quoi. Donc, je fais juste de la musique, quoi, c'est tout. J'ai jamais supporté qu'on me mette dans une case en particulier. Et ça, je crois que c'est peut-être une mauvaise habitude que les gens ont un peu partout. Comme quand j'étais aux États-Unis, à la base, j'y étais allée pour des études de guitare. Tout le monde me disait, tu seras guitariste pro, etc. Et moi, j'étais, non, ça me saoule. J'ai pas envie d'être guitariste pro, j'ai envie d'autre chose de plus. Donc, j'essaye de toujours m'imposer comme règle de faire ce que j'ai envie de faire, de pas faire des trucs que j'ai pas envie de faire, quoi. Et même si à cause de ça, mes choix vont me faire galérer, je vais peut-être pas avancer aussi vite que les autres, au moins je sais que je vais être contente dans ce que je fais et que je vais pas rougir de certains trucs, quoi. Je vais avoir un karma équilibré. T'as une manière dans ce que j'ai vu et lu de toi, etc., de un peu raconter une histoire dans tes compositions. Est-ce que, je reviens un peu à ce sujet de tout ce qu'on traverse en 2020, est-ce qu'il y a des histoires ou une histoire en particulier? J'ai l'impression que Loom, c'est aussi quand même peut-être en écho avec tout le sujet environnemental et écologique, ou pas du tout, parce que... Si, totalement. En fait, est-ce que c'est directement lié à la question environnementale et écologique? Peut-être après, mais en fait, c'est un disque, en gros, pour me remettre dans le contexte, qui parle de l'apparition de la vie au niveau scientifique. Donc ça parle du Big Bang jusqu'à les premiers micro-organismes, les organismes complexes, les écosystèmes. Et en fait, toute l'histoire de ce disque, c'est que c'est un cycle. C'est-à-dire que chaque écosystème est voué à un moment à s'effondrer, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. L'histoire de la Terre nous le prouve maintes fois. Donc en fait, j'aimerais juste, avec ce disque, bien qu'il se veut pop et axé pour la radio, les festivals, etc., je veux qu'il y ait un message, qu'on se rende compte, et c'est quelque chose qui est important pour moi, qu'on n'ait rien, en fait, en tant qu'humain. Parfois, j'ai l'impression qu'on pense qu'on sera toujours là dans 1 million d'années, mais je pense pas que ça sera le cas, en fait, et c'est pas être pessimiste, c'est juste les dinosaures, ils ont disparu. Avant les dinosaures, il y a eu une autre extinction de masse aussi. Faut juste se rendre compte que pendant qu'on est là, ça sert à rien de tout flinguer et de se croire comme les maîtres du monde, parce qu'on ne l'est pas, en fait. Tu vois, on a un peu cette espèce de surego de se dire qu'on est en train de détruire la planète, mais je pense qu'en fait on est juste en train de nous détruire nous, et qu'après il y aura d'organiser notre propre extinction. Oui, voilà, et après nous il y aura d'autres choses, en fait, tout simplement, tu vois, les extinctions qu'il y a eu avant, la comète, la météorite qui a détruit les dinosaures, c'était pire que ce que nous on est en train de faire, hein. Ça a été la planète, c'était de la lave en fusion pendant très très longtemps, tu vois. Donc il faut juste qu'on mette notre ego un peu in check, quoi. Voilà. Mais aussi le processus d'extinction des animaux, ça c'est normal, on a vu. Oui, bien sûr. Et la planète, tu as raison, la planète, c'est toujours une planète. Oui, voilà, exactement. On est juste en train de tout accélérer, quoi. Mais sinon, je trouve que c'est d'ailleurs une manière de penser qui est très occidentale. Parce que quand on va en Asie, il y a des manières de penser assez différentes. Par exemple, au Japon ou en Inde, où c'est plus... l'homme c'est plus une vision horizontale, quoi, de l'équilibre, horizontale ou cyclique, alors que nous c'est vraiment pyramidal, tu vois. C'est sûrement issu tu vois, de la religion, des religions qui viennent de chez nous, en fait. L'homme est la création de Dieu et le maître de tout, c'est pas forcément le cas là-bas. Voilà. Et comment tu traduis ça, comment tu l'exprimes dans ton album Loom?
J'essaye vraiment de raconter une histoire, c'est-à-dire que chaque track du morceau parle d'une étape différente de l'apparition de la vie. Et donc on arrive à un espèce de climax absolument magnifique où tout est équilibré, la vie est là, etc. Et après, ça crache. Mais la toute dernière chanson de l'album, c'est le recommencement, en fait. Ça revient. Toi aussi, t'es dans un truc cyclique. Voilà, et ouais, c'est une notion qui est importante pour moi, tout simplement. Et ça peut être un spectacle, ça, après ? Ah bah oui. Parce qu'on l'imagine avec de l'image, de la vidéo, du jeu. Oui, c'est... Ou vraiment un spectacle, dans le monde physique même. Oui, exactement. C'est prévu pour être... quand le disque sort, on part en tournée avec, etc. Et on a toute une installation vidéo qui vient avec. Le live, ça va être quelque chose qui tape, qui tabasse. Donc ça se veut comme n'importe quel autre disque, on sort et on part avec et on le fait vivre et j'ai vraiment très hâte. Voilà. Je reviens sur l'idée géométrique, si je peux, qui marche très très bien pour la musique, mais aussi pour les enjeux de changement climatique. Mais est-ce que ça marche aussi pour les enjeux de féminisme et les enjeux de Black Lives Matter? Parce qu'il me semble plus triste si nous sommes dans un monde avec les cycles vraiment pour les femmes et pour les Noirs. Après, je sais pas, on pourrait débattre de est-ce que vraiment les choses ont vraiment avancé pour les Afro-Américains aux États-Unis, en fait. C'est ça. Au final, on m'a demandé la dernière fois, j'étais en interview, si je trouvais qu'il y avait vraiment des avancées au niveau des questions de racisme en France, et j'ai répondu non, je trouve pas. Depuis que je suis petite, pour moi, c'est la même chose que je vois à la télévision tout le temps. Après, est-ce que à chaque fois si on prend cette idée de cycle, est-ce qu'à chaque fois qu'on recommence le cycle, est-ce que c'est pas un nouveau cycle avec certaines avancées, mais qui remet toujours en lumière ou qui met en lumière des choses auxquelles on n'avait pas pensé avant? Par exemple, aujourd'hui, on est beaucoup plus aware des problèmes et des difficultés des personnes trans. C'était pas forcément le cas avant, même pour les droits LGBT. À l'époque de Stonewall, c'était toujours ceux qui étaient un peu mis de côté, etc. Et là, Black Lives Matter, c'est toujours en écho des manifestations de Los Angeles, etc., qu'il y avait eu, mais en mettant en lumière d'autres choses, des nouvelles choses, plus en lumière les questions de privilège blanc, les questions de penser que le racisme n'existe pas tout simplement parce qu'on ne le voit pas. C'était pas forcément la même chose dont on parlait à l'époque. Et je pense que à chaque fois on va revenir dans ce truc de remettre en lumière des inégalités, mais ça va être avec des questionnements et des enjeux qui vont être différents à chaque fois. Et Black Lives Matter, enfin c'est le motto qu'ils ont trouvé aux États-Unis, mais ça fait depuis que les Africains ont été amenés là-bas que c'est comme ça, quoi. Je pense que les gens, il faut qu'ils se rendent compte. Parfois, ils comprennent pas pourquoi c'est aussi violent là-bas, mais c'est parce que ça fait des centaines d'années qu'ils sont traités, mais comme des moins que rien, quoi. Donc puis après, on regarde ça d'ici en Europe en pensant qu'on est différent et que mais de toute façon ici c'est pas la même chose. Mais ici c'est pareil, c'est juste qu'on cache sous des couches en fait tous nos problèmes, tu vois, qui sont aussi importants que les leurs si on y réfléchit bien. Tu vois. Mais du coup, sur ce que tu disais tout à l'heure en disant j'ai pas forcément envie de me définir comme une femme, etc. Et j'ai envie que ce soit une norme et que ce soit plus une question. Est-ce que parce qu'en t'entendant, c'est à la fois très juste et un peu, pas déprimant, mais en se disant, on espère quand même qu'à force de mobilisation, les choses avancent. Peut-être que quand même, même si c'est des petites avancées et qu'on aurait, je pense, toutes les trois envie que ça soit beaucoup plus radical et que d'un coup, le racisme aux États-Unis s'arrête ou dans le monde s'arrête, que les gens en effet considèrent que n'importe quelle couleur de peau, c'est quoi le problème et c'est quoi le sujet. Est-ce que quand même ce genre de grande mobilisation, si est-ce que ces mobilisations, elles peuvent quand même avoir un effet sur la société, au moins sur la prise de conscience? Et est-ce qu'après, c'est aussi le rôle du monde de la culture au sens large, en normalisant le fait que
il y a toutes les couleurs de peau, tous les âges, tous les genres et toutes les orientations sexuelles dans un orchestre, dans un spectacle, dans une exposition, etc., qui peuvent aider à faire avancer la société. Est-ce que tu oui, bien sûr, te positionnes comme ça? Après, ce que je te disais par rapport à moi, mon ressenti en tant que femme, j'ai le privilège de pouvoir, entre guillemets, m'imposer cette ligne de conduite parce qu'avant moi, il y a eu des femmes très courageuses qui se sont battues à fond, tu vois. Nous, on est un peu les générations qui viennent après et qui sont un peu en train de taper, tu vois, ancrer le truc. Après, les problèmes de racisme aux États-Unis, ça n'a rien à voir. Enfin, tu vois, moi, je suis totalement d'accord qu'il faut qu'ils avancent, il faut qu'ils poussent le truc à fond, quoi, tu vois. C'est là-bas, de toute façon, moi, j'ai l'impression qu'aux States, il n'y a pas d'autre solution que la violence pour que les choses avancent, concrètement, tu vois. Non, mais c'est un pays qui ne comprend que la violence, quoi. C'est un truc de dingue. Si on a bien vu... les dernières années, ils ont fait des manifestations pacifiques. Il ne s'est rien passé, rien du tout. Et les gens là-bas, ils le savent, ils ne sont pas dupes, tu vois. Donc maintenant, c'est un point d'entre guillemets non-retour où il faut continuer à aller en avant et c'est pas réglé, quoi. Donc oui, enfin, pour certaines questions, bien sûr, il faut pousser le truc et il faut vraiment... je pense qu'il faut arriver à une certaine extrême pour que les gens se rendent vraiment compte qu'un changement est nécessaire, quoi. Nous avons eu un exemple, pour moi, intéressant avec le rôle des artistes pour l'enjeu à ce moment à Washington, avec un artiste commandé de faire une fresque sur la rue au centre-ville. Donc, on a maintenant le Plaza Black Lives Matter, qui est la même rue que pour le White House. Et c'était commandé par le maire de Washington. Et ça, c'est un bon exemple pour moi. Ah bah oui, complètement. D'avoir quelque chose pacifiste, dirigé par quelqu'une en fait, qui a le pouvoir de faire, mais qui a un symbolisme, un impact énorme. Ouais, non mais je suis d'accord, complètement. Moi, je veux juste revenir parce que en fait, je trouve assez intéressant le fait que finalement, tu sois presque activiste sans le vouloir ou que tu aies un rôle ou que tu puisses avoir une influence que tu ne revendiques pas. Et je trouve ça assez intéressant et je pense que c'est peut-être aussi un truc générationnel de ne pas être dans cette espèce de combat féministe pour l'égalité, pour les luttes LGBTQ, etc., de manière un peu violente mais que en fait tu le fais de manière en le normalisant et donc sans même avoir envie de te revendiquer activiste d'une manière ou d'une autre. Quand tu crées ton orchestre Orage en 2017 qui est très différent d'un orchestre classique où tu t'imposes comme chef d'orchestre dans un monde où tu ne corresponds pas au stéréotype du chef d'orchestre, à la française en tout cas, où tu te spécialises dans des collaborations avec des artistes indépendants en t'inspirant de l'électro, de la pop, du rock, etc. Finalement, moi, de mon point de vue, tu viens un peu exploser tous les espèces de verrous français de un orchestre, c'est un orchestre classique, un chef d'orchestre, c'est un vieux blanc machin. Dans une composition d'orchestre, c'est peut-être une majorité de gens hétéros et blancs. Et en fait, l'air de rien, tu viens tout exploser quand même. Est-ce que tu as quand même conscience de ça et de l'inspiration que tu peux générer pour les générations d'après, les gens qui sortent d'école, qui sont encore étudiants et qui se disent « Ouais, mais moi j'ai envie de faire comme Huel Lamort et j'ai envie de… » Non mais… Et les générations avant aussi. Oui, absolument. Est-ce que j'en ai eu conscience au moment de le faire? Non, pas du tout. Enfin, moi j'étais juste, c'est ça que je veux faire et puis fuck, on va le faire, tu vois. Et puis on verra, on va tout faire pour que ça marche. Mais après, oui, enfin… Je reçois des messages de gens qui sont encore au conservatoire, qui me disent « Ouais, je t'ai vu, est-ce que tu peux me dire comment faire pour arriver plus tard à faire des choses un peu comme toi ?» Et moi, ça me fait trop plaisir, en fait. Mais, comme tu as dit, je me revendique pas ça. J'essaye juste de rester fidèle le plus possible à mes idéaux et de ne pas vivre dans des contradictions, de maintenir une constance. Ça, c'est très important. Mais après… Je suis hyper fière d'être un exemple
pour d'autres personnes en fait. Parce que je pense que moi, ça a été très dur de vraiment cerner ce que je voulais faire parce que j'avais pas d'exemple en fait. J'ai dû me créer en fait mon propre exemple avec tous les doutes que ça engendre et tout ça. En fait, tu finis par être quelqu'un qui oublie la notion de doute parce que sinon tu n'y arrives pas. Tu vois, si tu peux commencer à dire je vais pas y arriver, et si. Oui, tu te mets un peu dans un truc d'être têtu comme une mule. Mais j'aimerais beaucoup, surtout en France, que les gens qui sont au conservatoire, qui s'ennuient comme des rats morts, se disent ah non, je peux faire autre chose, c'est possible en fait, c'est pas la science infuse que mon prof me dit. Enfin, moi j'ai passé toute ma scolarité à pas écouter mes professeurs à l'université, à faire l'inverse, tu vois. Parce que j'étais là, je sais que ça a marché, whatever, tu vois. Parfois ça marchait pas, mais parfois ça marchait. Donc ouais, enfin, j'aimerais ouvrir un peu plus le champ des possibilités aux gens, tout simplement. En fait, leur montrer que du moment qu'on se donne les moyens, on peut y arriver, quoi. Les gens qui te disent non, ça va pas être possible, qu'est-ce qu'ils en savent en plus? Si ça a jamais été fait, comment ils savent que ça va pas être possible? Parce que justement, ils n'ont pas de modèle et ça les fait flipper. Ouais, exactement. Donc toi, si tu crois que ça va marcher, franchement, donne-toi à fond et fais-le, quoi. Tu vois, moi, quand je suis arrivée en France, mais j'avais rien, j'avais que dalle, quoi. J'ai été coursier à vélo, quoi, pendant un moment pour payer mes trucs, tu vois. Mais j'étais là, je sais que ça va marcher, tu vois, en train de pédaler, ça marche. Donc ouais, il faut juste vraiment croire en soi et foncer, quoi. C'est un manifesto inspirant, vraiment. Merci. Du coup, pour peut-être aborder la fin de notre échange et se remettre en question nous aussi, ça nous intéresse d'avoir ton point de vue, ton avis, tes conseils peut-être sur ce que des structures culturelles aussi différentes et complémentaires que le Théâtre du Châtelet ou les magasins généraux peuvent et doivent faire pour un peu participer à ce changement. Comment nous, là, on n'est pas journaliste, on est directrice de structure, on a des missions vraiment pour l'intérêt général, pour la culture, pour l'accompagnement des artistes. Comment on peut participer un peu à dessiner ce monde d'après qui n'est pas activiste, mais qui doit être la nouvelle normalité? Alors là, j'avoue, pour le cas présent, je ne vais pas pouvoir dire grand-chose parce que bon, le Châtelet, comme je parlais avec Rouf avant, j'ai une histoire avec eux et je trouve que c'est justement un endroit qui fait les choses bien. Pour la petite histoire, j'ai fait mon premier concert là-bas et on parlait de Rhône et de son spectacle que j'ai trouvé que c'était super cool de booker un truc comme ça là-bas. Donc pour moi, c'est le genre de truc que je veux voir en fait. Donc je trouve que c'est super. Par contre, tout ce qui est les salles, on va dire, qui sont affiliées à la musique classique, qui en France ont un pouvoir institutionnel très puissant encore, ils sont un peu encore toujours dans un autre siècle, quoi. Il faut un peu qu'ils aillent dans l'avant, qu'ils prennent exemple sur, je sais pas, des endroits comme la Fila, comme le Châtelet, de programmation nouvelle. Et ça ne veut pas forcément dire balayer leur héritage et tout ça, parce qu'ils doivent le porter, ça. Ils doivent être fiers, qu'ils sont un peu les gardiens de la musique classique, mais il faut aussi qu'ils comprennent que le monde est en train de changer et qu'il n'y a plus de scission entre les genres, en fait. Bien sûr, il y a des compositeurs qui se revendiquent plus du classique, etc. Mais aujourd'hui, tous les styles sont tellement différents qu'il ne faut pas qu'ils aient peur de programmer quelque chose qui sort de leur programmation actuelle. Parce qu'en fait, en faisant ça, ils sont en train de creuser leur tombe, quoi. Enfin, quand je vais à des concerts de vraiment classiques, parce que oui, ça m'arrive, enfin, tous les gens qui sont là, c'est des personnes qui sont très âgées, etc. Il n'y a pas de jeunes. En fait, comment ils vont faire dans 20 ans? Qui est-ce qui va y aller, quoi, concrètement? Il faut un peu qu'ils arrêtent d'avoir peur et de penser qu'ils vont effrayer tout le monde, parce que c'est pas le cas. Les gens comme moi, on est hyper contents d'aller, par exemple, à des endroits très beaux comme le Théâtre des Champs-Élysées, etc. Ça nous fait plaisir d'y aller, mais on veut y aller pour des choses qu'on a envie de voir. Et ça ne veut pas forcément dire des choses qu'on connaît, qu'on écoute tous les jours sur notre téléphone ou sur l'ordi. Ça peut être des programmations nouvelles, mais il faut que ça nous donne envie et que ça nous représente, en fait. Voilà. Absolument clair. Et la dernière question, c'est si tu as une idée proposée à chaque citoyen pour un geste, pour une action, pour quelque chose, de faire les choses. Franchement, il y a tellement de choses auxquelles je pourrais penser, mais je pense enfin, pas en ce moment, mais depuis toujours, ce qui me dérange le plus, c'est
les gens qui restent un peu silencieux face à des exemples flagrants de racisme ou de discrimination qui en fait arrivent tout le temps, partout. J'aimerais juste que les gens soient un peu plus courageux au quotidien en fait, qu'ils aient pas peur de dire à quelqu'un t'allais se faire foutre ou un truc comme ça, tu vois, il va rien se passer en fait. Et je pense que si on mettait... Ici on a un peu peur parfois de parler et de s'exprimer clairement. Ici c'est en France ? Ouais, je trouve qu'on a un peu peur de sortir et de se faire un peu trop remarquer. Mais j'aimerais que les gens soient plus courageux en fait, de manière générale. C'est un cool conseil. Ouais. Je Formidable. pense que ça te représente bien, donc ça fait un bon cycle aussi de notre conversation. Merci beaucoup, Elle. Merci à vous. Merci.